On est champion, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Votre passion toujours nous rassemble. Allez les bleus, on est tous avec vous. Comment ça, son générique déformé, Perceval? N'importe quoi. Je suis sûr que c'est faux. C'est faux. Son micro nickel. Alors ça, c'est aussi n'importe quoi, à mon avis. Te connaissant. C'est juste ma voix qui est bizarre. Ah, il n'y a pas les oiseaux. Terrible. Enfin, si, il y a les oiseaux, les vrais. Ah, bah, je vais laisser les vrais pour aujourd'hui, tiens. Pour une fois qu'il y en a. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce stream matinal de qualité. Bonjour Gatwick, bonjour MeMu, bonjour Stupid Economics, bonjour Mazu, bonjour Perceval, du coup, bonjour le rasé Selnemar, bonjour Jean Massier, bien présent, comme toujours, fidèle à son poste, et bonjour Salim, enfin bonsoir Salim, qui nous a dit bonsoir il y a 10 minutes. Voilà. Bonjour Kylian. Comment ça va ce matin? Est-ce que vous philosophez, vous, ce matin? Comme ces milliers de bacheliers qui tremblent à l'idée au moment de découvrir, il est 8h01, au moment de découvrir les 3 sujets qui leur sont proposés dans le bac général. Voilà, comme tous les matins où le réveil est difficile, évidemment, ma voix va partir en sucette, cela va de soi. Alors je regarde le tweet qui a été fait par Raphaël. Oula, où c'est difficile, pourquoi devoir se lever aussitôt? Le réveil est souvent difficile, on sait, mais pour vous accompagner, on vous offre un Sylvain Leclerc tout frais pour vous faire une superbe matinale. Voilà, il me met la pression, formidable. Je compte sur vous pour le retweeter. C'est important. Hop, voilà, moi je viens de le faire. Très bien. Et bonjour Fanny. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez passé le week-end devant le foot? C'est important. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a la Coupe du Monde qui a commencé. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on n'en parle pas. Parce qu'on en parle assez par ailleurs, donc voilà. Enfin, moi, à titre personnel, je suis le foot, mais je comprends que ce soit pas un sujet de prédilection pour l'ensemble du public, l'ensemble de la communauté que vous formez. Bonjour Maxime, bienvenue. Je vous propose à 8h03. Je peux vérifier la caméra ce matin, tout va bien. À 8h03, de passer tout de suite à la météo. Parce qu'on parle, mais le temps passe. Ça nous permettra de laisser le temps à Twitter de s'actualiser. Je surveille les sujets du bac, en fait, hein, pour tout vous dire. Hop. Tuc. Par contre, les débats à la haine, le week-end me manque. Ah bah, faut regarder le foot. Pas le choix, Perceval. Alors, on passe à la météo à 8h03 et 48 secondes. Alors, je vais vous proposer cet écran-là. Voilà. Ainsi que le petit logo qui va bien. Voilà. Et ainsi, nous pouvons parler de la météo. Une France coupée en deux ce matin. J'adore cette expression. Alors que France Info nous signale que suivez l'épreuve de philo et que j'ai reçu 2 mails. Voilà, très bien. Chaque fois, j'oublie d'interrompre. Très bien. Il semblerait qu'il fasse beau dans un tiers sud-est de la France. On coupe une diagonale comme ça sur la France, plutôt comme ça. Bref, à gauche, à droite, tout ça. À Paris Sud, il fait 19,40 degrés selon Stupid Economics. Merci pour cette information de première qualité. C'est vrai qu'il fait bon, hein. Enfin il fait pas froid, il fait frais, il fait pas lourd. Ça sonne à la porte, mais pas chez moi, donc tout va bien. Et on est sur une tendance plutôt pluvieuse sur le quart nord-ouest, sans toucher la Bretagne, notons-le. Coupé dans le bon sens pour une fois. Le bon sens, c'est une question de point de vue, ça le démarre après. Tu verras pas avant 9h15, certainement à cause des retards tolérés avec la SNCF. C'est l'inquiétude que j'ai, Kylian. Mais bon, on verra bien.
Voilà, on est sur des températures plutôt estivales, enfin plutôt élevées globalement. Ça commence à 16 degrés en Bretagne et en Normandie. Et ça va jusqu'à 26 degrés sur le pourtour méditerranéen. Voilà, je suis en train de presser mon café, hein, excusez-moi, c'est important. On ne parle pas assez de la pression faite sur le café. Voilà, j'ai un peu trop forcé. Mais voilà, bon café à vous. Alors ça c'est pour ce matin. Cet après-midi, la perturbation va se calmer un peu, donc il y aura beaucoup moins de pluie. Ça persistera du côté de... c'est plus Metz là. Metz c'est plutôt là. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Thionville? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a par ici? Est-ce que vous savez? Et bonjour Arfa en grève. Ça va et toi? Bienvenue sur ce stream. 16 degrés la température de l'eau dans la Manche, non? Non, pas tant que ça. Non, Reims c'est 3, c'est plus bas que ça. Les Ardennes, ah bah il y a Charleville-Mézières. Effectivement, Charleville-Mézières, on a Sedan un peu plus bas. Je sais plus où c'est. Ah, Sedan ici. Voilà, c'est Sedan, Charleville-Mézières, tout ça. On fait de la géographie française aujourd'hui, très bien. Je suis en PLS, je suis censé être au lycée pour le bac, mais il n'y a aucun train pour me ramener au lycée. Mais à part ça, tout va bien. Eh bien, merci de venir partager ton expérience sur Acropolis, et désolé pour toi, du coup. Je propose qu'on traite les sujets ensemble. Donc toi, tu auras l'impression d'avoir passé, le bac. Donc cet après-midi, le temps sera plus clair. Enfin, moins pluvieux, disons. Une question de Stupide Économique, il nous demande il fait combien à Aubenas? Aubenas ce matin il fait 21 degrés avec un ressenti... non, il fait, pardon, excusez-moi, 17 degrés avec un ressenti de 17 degrés. On est sur du soleil, mais des bonnes rafales de vent en fin de journée. Voilà. Et bonjour Maïko Barou. A noter que c'est la Saint-Léonce aujourd'hui. On embrasse les Léonces, évidemment. Le soleil va se lever pour l'après-midi et la majorité du pays sera ensoleillé, à part les Ardennes et la Moselle, et le petite tranche sud-ouest du côté de Bordeaux, du côté de Virginie-Calmels. Et sur Biarritz, où il y aura de la pluie pour cet après-midi. Les températures seront de l'ordre de 17 degrés en Normandie. On a un écart de 1 degré entre le matin et l'après-midi, ce qui n'est pas top. Jusqu'à 29 degrés du côté de Marseille, côté de la Canebière. Voilà. Et en fin de journée, on pourra prendre l'apéro en terrasse, tout va bien. Il y aura de la pluie nulle part, du soleil presque partout, sauf en Bretagne, évidemment. Et tout ira bien. Et salut Exodus. Une nuit plutôt calme qui s'annonce. Mardi, un temps plutôt brumeux sur le nord, plutôt clair sur le sud-est. J'attends l'infotrafic de la circulation des trains. Ah, je vais pas pouvoir en parler ce matin, Arf en grève. Le sud sera sous un plein soleil, quelques perturbations nuageuses sur le nord pour demain. Des températures estivales, hein, avec 29 degrés sur Lyon, 30 à Marseille demain. Il fera 28 degrés en Corse, 26 à Strasbourg. Et il y aura du soleil même en Bretagne. Une fin de journée absolument superbe. Notamment sur le Dijon. Comme d'habitude, évidemment. Et une nuit très calme. Ça fait du bien d'avoir des bonnes journées, hein, ça faisait longtemps. Ah bah voilà, mercredi, grand soleil partout, sauf dans les Alpes. Des grosses températures, il va faire chaud, putain. Excusez-moi pour ce langage, mais 28 degrés au réveil... Voilà. L'été est là. On est sur une période estivale. Petite pensée pour les bacheliers qui vont crever de chaud dans leur salle d'examen. Jeudi, 34 degrés dès le matin. Vache! Il fait bon habiter en Normandie, hein. Moi, je vous le dis. Quand il fait trop chaud, c'est bordel, c'est pas agréable. C'est bon, vous pouvez arrêter le chauffage, on est bien là. Ouais, tu m'étonnes. Et des averses viendront rafraîchir l'atmosphère à partir de jeudi après-midi. Et la nuit sera calme. Alors l'avantage, c'est qu'il va faire frais la nuit, donc on pourra quand même rafraîchir les logements. Et ça fait du bien. Encore du soleil pour vendredi, encore des températures relativement élevées.
mais pas autant. Voilà, ce sera plus modéré pour vendredi. Donc jeudi, un gros coup de chaleur. C'est super plus complet que la météo à la télé, bah évidemment. Vente à télé, Stupid Economics. Ça se ressemble les studios acropoliens, les températures estivales. Comment te dire qu'on est en simple vitrage, qu'il y a une verrière au-dessus de notre tête et qu'il n'y a pas du tout de ventilation. Et merci Mazu pour ce resub. Alors, c'est pas tellement dans les studios c'est en sous-sol, donc ça va à peu près encore que quand il fait chaud, ben il n'y a pas d'air, donc voilà. Mais pour les bureaux, c'est juste insupportable. Donc on va passer une super semaine. Samedi, grand soleil et des températures plutôt tempérées, donc chouettos. Et dimanche, pareil. Bon, l'indice de confiance reste de 3 sur 5, c'est bien, mais pas top. Voilà. Et la semaine prochaine, on part sur du beau temps, globalement. Bah voilà, parfait. C'est l'été sur Acropolis. Là, faut imaginer les génériques de France 3. Vous savez, l'été, c'est l'été sur France 3, bah pareil, mais avec Acropolis à la place. Voilà. Il faut éviter les chemises. Mais je suis chemise, je ne suis pas en fait. C'est un peu mon côté un petit peu businessman, quoi, tu vois. Startup Nation, voilà. Je ne peux pas ne pas être en chemise, ça fait pas professionnel, c'est pas. Bref. Il est donc 8h. Faut que je tienne 3 secondes. 8h12 minutes, très précisément. Et je vous propose de passer à la suite du programme. Hop, on fait des petites transitions de qualité. Je vous partage dans le Framapad, n'importe quoi, je vous partage dans le chat le Framapad, sur lequel on travaillait comme des fous hier soir, Kylian, MEMU et... enfin, Nubel, je pense pas qu'il ait bossé sur ce document, mais c'est pas grave. Voilà, une équipe de qualité, que je remercie comme il se doit, pour le travail réalisé. Alors n'hésitez pas, si vous voulez rajouter des éléments, n'hésitez pas, hein, évidemment. Il y a pu se passer des choses depuis hier, mais voilà, le travail a déjà été en grande partie réalisé, de façon à me permettre de préparer au mieux cette émission dans les conditions les plus sereines possibles. On devient professionnel sur ce stream. Inattendu, hein. Faut que j'ajoute une lumière ici, absolument. Insupportable. Alors, évidemment, premier sujet, baccalauréat. Est-ce qu'on a des fuites? C'est ça la vraie question. Alors, que le bac commence puisque le sujet vous est favorable. Ah, très bien. Si jamais le sujet c'est de la poésie, blablabla, ceci n'est pas un exercice. C'est parti avec la philo. Surtout, n'oubliez pas vos crayons de couleur. Très bien. Twitter, toujours à la pointe du sujet. Alors que les supporters du club de Amiens ont fait quelques blagues. Ça c'est drôle, c'est bon enfant. Mais je ne vois pas les sujets terribles. J'aurais bien voulu voir le sujet de philo, je suis quand même à la gare en attendant un train qui n'arrivera jamais. Mais je crois que t'es jusqu'à 9h15 pour y aller, donc on sait jamais, hein, sur un malentendu. Et la SNCF n'avait pas annoncé qu'il y aurait des taxis de substitution, des bus, des machins prévus, il me semblait. C'est parti, sujet corrigé. Bonjour LCI, on va couper. La page demandée n'est pas accessible. Super. Alors, retrouvez à partir de 9h les sujets qui auront été distribués. Ben voilà. Et ben on va surveiller les leaks hein, sur Twitter. Et puis à partir de 9h, on reviendra sur les sujets. On va surveiller les leaks quand même parce qu'on sait jamais, hein, évidemment. Et bonjour Céline. J'ai 3 heures de train, il n'y a aucun train, aucun bus, aucun taxi. La seule chose qu'il y a, c'est un putain de distributeur vide. Mais ça évite de consommer trop gras, trop salé, trop sucré. C'est fait pour ta santé en fait, Arfa. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. À nouveau, un grand merci à Perceval pour cette tasse de qualité. On ne le dira jamais assez souvent. Merci Perceval. Alors, baccalauréat, on est lundi 18 juin, il est 8h15 et 15 secondes. C'est le coup d'envoi des épreuves du bac pour les quelques 753 000 lycéens qui commencent
pour ceux qui ont réussi à avoir leur train par la traditionnelle épreuve de philosophie. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est philosophie pour la filière générale ce matin, et c'est français pour la filière professionnelle cet après-midi. Les sujets connus vers 9h, 9h15, évidemment, la rédaction reste mobilisée pour vous donner ces informations tout au long de cette matinale. C'est une thèse de la boutique de l'Assemblée nationale, ça, absolument, Arfa. Absolument. Le dispositif exceptionnel de la SNCF, Arfa peut en témoigner, engagé dans une grève parlée depuis plusieurs semaines. Les cheminots sont engagés à prévenir toute perturbation les jours d'examen et à trouver des solutions aux candidats en cas de problème. Le dispositif spécial examen a été mis en place par la direction avec des trains garantis, des bus de substitution et le déploiement en gare de 3000 gilets rouges pour aider au mieux ceux qui se rendent à leur épreuve. De son côté, le ministère de l'Éducation a appelé à anticiper d'éventuelles difficultés. Le retard d'une heure maximum sera accepté pour difficultés de transport, si possible, avec un justificatif. Voilà. Il faut que vous justifiez le fait que vous ne voyez pas de train. Prenez des photos, faites des vidéos sur le quai. Effectivement, cherche les gilets rouges. Il y a 3000 gilets rouges. Sont-ils partout en France? L'histoire ne le dit pas. Mais... voilà, on reviendra sur le sujet en fin d'émission hein, pour avoir la philosophie, parce que moi j'aime bien les sujets de philosophie. J'ai foiré mon bac philo, mais je suis quand même intéressé par les sujets. Si tu trouves un gilet rouge, tu gagnes un point au rattrapage. Selon source Stupid Economics. Voyez avec eux ce que vous en déduisez. Merci Perceval pour ce retour de qualité. Je vous propose de passer au sujet suivant. Et comme l'équipe de rédaction m'a proposé un visuel, je vais préparer cela instamment sous peu. Alors, hop, j'aurais pu préparer plus tôt, vous me direz. Évidemment, j'aurais pu. Mais je trouve ça beaucoup moins intéressant parce que ça crée moins de sincérité dans la démarche, moins de voilà. Et il est intéressant de créer des petits moments comme ça, où on peut discuter, où on peut aller au fond des sujets, au fond des choses, et ainsi faire apparaître la carte des secousses sismiques à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, il y a eu 1400 séismes en un mois, et vous voyez sur cette carte proposée par l'AFP et l'équipe de rédaction, les différentes secousses sismiques, où est-ce qu'elles ont eu lieu exactement. Donc c'est plutôt à l'est de Mayotte, depuis entre le 15 mai et le 14 juin, donc depuis un mois absolument. C'est qu'est-ce que je dis depuis le 10 mai à Mayotte, plus de 1400 séismes ont été enregistrés, les habitants sont épuisés et des experts doivent évaluer les dégâts matériels. Mais aucun ne sait combien de temps va durer cet épisode. Et parmi ces séismes, plus de 20 ont été enregistrés à une magnitude supérieure à 5 et plus de 140 supérieurs à 4. D'ailleurs, il y a eu un séisme cette nuit au Japon aussi, qui a fait... il y a un enfant qui est décédé, je crois. Bonne nouvelle, bon matin. Oui, c'était à Osaka cette nuit, c'est ça, merci Perceval. Pour le moment, la préfecture se veut rassurante concernant un risque de tsunami, aucun élément ne permettant d'en envisager un. Une habitante de Mamoudzou, angoissée, a dû quitter sa chambre, lézardée par des fissures de plusieurs mètres qui laissent passer le jour. La durée de l'essaim, ça se dit un essaim, hein, je ne savais pas. La durée de l'essaim est impossible à prévoir, confirme le bureau de recherche généalogique et minière. Généalogique, c'est pas géologique. J'invite l'équipe de rédaction à vérifier le terme généalogique et à me confirmer que c'est pas plutôt géologique. Oui, merci Kylian. Généalogique. Il n'est pas possible d'exclure qu'un séisme de magnitude supérieure à celle déjà observée se produise. Le directeur de ce bureau de recherche géologique à Mayotte reconnaît, malheureusement on est dans l'inconnu, celui-ci note qu'un essaim de séisme inscrit dans la durée avec de telles magnitudes, quelque chose de rare. En effet, plusieurs pics ont eu lieu, notamment le 4 juin où 25 séismes de magnitude supérieure à 4 ont été enregistrés en 24 heures. Le 15 mai, la plus forte secousse jamais ressentie dans l'île a été recensée à une magnitude de 5,8, toujours sur l'échelle de ce fameux Richter, le légendaire Richter. La cause d'une activité tectonique avec une composante volcanique potentielle. L'origine des secousses dont l'épicentre est situé à environ 50 km, comme on le voit sur la carte, à l'est de Mamoudzou. Effectivement, il y a eu également
Euh, un séisme. En fait, il y a une activité sismique qui a été ressentie, qui a été mesurée au Mexique au moment où le Mexique a marqué un but hier pendant la Coupe du Monde. Alors c'est insignifiant, mais il y a quand même une activité sur les sismographes au Mexique. C'est assez drôle. J'espère que vous appréciez le bruit des travaux qui ont lieu à côté de mon domicile. C'est toujours très agréable. Je croyais qu'on parlait pas de la Coupe du Monde. On parle pas de la Coupe du Monde, on parle des séismes. Kylian, essaye de suivre un petit peu là. Philo du jour. Acropolis est-il le projet insoumis en marge de nos campagnes qui connaît l'UPR? Merci Célane. Je pense que c'est le premier sujet proposé au bac ce matin. Est-ce une pub originale à grande échelle? Si oui, c'est quand même de grands secoués. Célane, très en forme dès le réveil, ça fait plaisir. Il y a un séisme chez moi. Non. ASMR travaux, exactement. Ça permet d'attendre dans les gares de manière sympa. Est-ce qu'on aura droit à une image de fond d'un petit déjeuner français? Eh bien, Perceval, non. À part s'il y a un mouvement populaire qui se crée, auquel cas je céderai aux demandes de la rue. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Parce que moi, je suis plus petit déjeuner de ce type, personnellement, hein, dans mes goûts. Et c'est important, mes goûts, pour mon émission. Il est 8h22, on est en train de partir en sucette, donc je vais reprendre l'histoire des séismes. Le niveau des dommages doit être estimé par une mission du groupe d'intervention macrosismique, actuellement sur le territoire. Elle rendra un rapport à la commission interministérielle chargée de se prononcer sur un classement éventuel en catastrophe naturelle qui permet de déclencher, vous le savez, des financements et des aides pour réparer les dégâts. Un certain nombre de bâtis ou de structures ont été dégradés chez les particuliers et dans le domaine public, admet la préfecture de Mayotte, qui ne dispose pas encore d'assez d'éléments pour dresser un état des lieux des dégâts matériels. Excusez-moi, du côté des établissements scolaires, des experts ont visité plus d'une dizaine de bâtiments du second degré, a déclaré le vice-rectorat de Mayotte à l'AFP. Plus d'une dizaine de salles de 3 collèges ont été fermées par précaution, certaines salles ont été étayées, et 2 étages d'un collège ont été programmés. Dans certains établissements, des horaires aménagés ont été mis en place afin que des élèves puissent continuer à avoir cours. Et Arfa a trouvé un gilet rouge incroyable. Tiens-nous au courant, Arfa, on est avec toi. En même temps, c'était à 3 heures de trajet. J'ai peur que tu ne sois pas avant 9h dans ta salle d'examen. J'ai aussi entendu un reportage sur Mayotte qui expliquait que... Ok. J'ai... Ah non, c'est une chemise rouge normale. Terrible. J'ai entendu un reportage qui parlait justement de ceux qui passaient le bac à Mayotte et qui auraient des aménagements s'il y avait des secousses pendant les examens. Les délais seraient... les délais seraient prolongés. On pense à toi, Arfa, on est de tout cœur avec toi. On passera le bac ensemble sur Acropolis. Le troisième sujet d'actualité française que l'on voulait traiter aujourd'hui, c'est le plan de 10 millions d'euros pour les sargasses en Guadeloupe et en Martinique. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a annoncé lundi 11 juin un plan de 10 millions d'euros sur 2 ans contre les sargasses, ces fameuses algues brunes nauséabondes qui polluent les rivages des Caraïbes et dont on a parlé à plusieurs reprises. Exact. Et dont on a parlé à plusieurs reprises dans les QSG, notamment sur Acropolis, évidemment. Et voilà, on voulait faire le point là-dessus parce que c'est un sujet important. Je suis en train de constater que mon stream n'est pas professionnel, voilà, qui est corrigé. Voilà, les fameuses algues brunes nauséabondes qui polluent les rivages des Caraïbes. L'État prendra en charge près de 50% des 10 millions d'euros du plan. Le reste sera financé par l'Union européenne et les collectivités locales, dont l'investissement sera adapté en fonction des besoins. Il faut qu'à la prochaine saison, on puisse atteindre l'objectif de ramassage 48 heures après les échouages. L'idée, c'est que les algues viennent polluer toutes les plages, et il faut pouvoir les évacuer et nettoyer par la suite. Le plan comprend également le déploiement de 22 capteurs en Guadeloupe mais aussi en Martinique qui permettront de remonter les données d'échouage, de dégagement de gaz et d'améliorer la surveillance afin que les collectivités puissent émettre des bulletins quotidiens, par exemple. Un petit peu comme le serveur Acrocraft si vous voulez, mais en version quotidienne.
serveur Acrocraft, qui propose des journaux officiels hebdomadaires pour le moment. Quand l'activité sera plus importante, peut-être qu'on aura une activité quotidienne sur les journaux officiels du serveur Acrocraft. Voilà, petite publicité, placement de produits. Merci de l'avoir remarqué, Stupid Economics. L'ensemble des données seront mises en ligne sur un site participatif et aux données ouvertes. Enfin, une mission dirigée par le sénateur Théophile se rendra dans les îles voisines à la recherche de solutions de ramassage et de valorisation, mais aussi dans l'optique de favoriser une coopération régionale. Effectivement, l'enjeu est, et plutôt que de chacun régler le problème chez soi, de trouver une solution tous ensemble de toutes les îles des Caraïbes, pas seulement les îles françaises évidemment. Et c'est là que je pourrais proposer une carte de la région. Voilà, je dis ça, c'est pas un reproche ou quoi que ce soit, c'est plutôt une observation. Faudrait que j'aille Google Earth dans l'idéal d'installer, sauf que là je ne suis pas à la régie d'Acropolis. Donc évidemment je n'ai pas Google Earth d'installer, terrible. Et donc je fais ça à la main et j'essaye de meubler le temps de trouver les Caraïbes. Voilà. Alors là je suis sur la République dominicaine, donc je suis plus très loin. Hop là, incroyable. Et donc les Caraïbes, on retrouve la Martinique et la Guadeloupe au centre des Caraïbes, mais en fait les algues sargasses ne touchent pas que ces deux îles évidemment. Elles font pas le tri entre la France et les autres territoires des Caraïbes. Et donc plutôt que de trouver il faudrait une émoticône meuble à spammer. Je suis sûr que il faudrait plus de subs pour pouvoir mettre plus d'émotes. Merci Kobaro pour cette suggestion de qualité. Voilà, l'idée c'est de travailler ensemble plutôt que de travailler chacun pour sa gueule face à un problème commun. Ah, formidable! La perceuse. Super. Je pense que je vais rajouter les petits oiseaux pour camoufler tout ça. Voilà, ça me fait penser que je retournerai bien aux Caraïbes, moi. Ça fait longtemps. Bref. Les oiseaux. Pirates des Caraïbes, ça passe pas comme image. Je suis pas sûr que ce soit le plus parlant, a priori. Il faudrait plus de pouvoir d'achat pour sub et pour avoir plus d'émotes. Il faudrait plus de pouvoir d'achat pour sub pour avoir plus d'émotes et pour pouvoir me permettre de repartir aux Caraïbes. Si on veut tout lier ensemble. Voilà les petits oiseaux, c'est important. Pas trop fort, mais un peu quand même, pour essayer de camoufler le bruit des travaux. Je pense que ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Le cœur y est, c'est important. Les sargasses ne s'arrêtent pas à la frontière, non. Elles n'ont pas la correction qu'avait le nuage de Tchernobyl en 1986. Les bougresses. Mais c'est les nouvelles générations, ça. Avant, c'était mieux. C'est quand même vachement mieux avant. Franchement, tu peux en témoigner, Fanny, d'ailleurs. Quelle indignité. Reprenons notre sérieux. Du point de vue des indemnisations organisées par l'État et les collectivités, si des mesures conservatoires, notamment un moratoire sur les charges des entreprises, seront mises en place, ça veut dire que les entreprises n'auront pas à payer leurs charges pendant un temps. C'est un moratoire. Les discussions avec les assureurs doivent se poursuivre. Il s'agit aussi d'anticiper sur les années suivantes, notent les services du ministère, pour qui les territoires doivent être prêts à affronter de nouvelles crises dans le futur. Nicolas Hulot et ses équipes assurent avoir pris la mesure tant de la situation que de la nécessité d'une plus grande transparence quant aux actions menées. Plus grande transparence, plus grande communication, chacun se fera son interprétation. Face aux critiques sur sa visite tardive, l'équipe ministérielle souligne que les choses n'ont pas commencé là, et que les élus locaux ainsi que les populations ont pris le problème à bras-le-corps avec des gens exaspérés mais mobilisés, un peu comme les gilets rouges à la SNCF, Arfa peut en témoigner, dont l'action et l'ingéniosité, malgré la lassitude et l'épuisement, ont été salués. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité française qui n'est pas d'une richesse incroyable, mais voilà, il y a des problématiques dans plusieurs territoires français. Et comme on ne voulait pas parler des sujets dont on a déjà parlé, on a changé, voilà. Et on ne voulait pas non plus parler des petites phrases, des petites polémiques, des virages, non pas des virages, des dégagements dans les directions des partis.
Voilà, c'est pas très intéressant. Ça reste, à notre sens, l'équipe de rédaction et moi-même, évidemment, laquelle je ne suis qu'un modeste ouvrier artisan, plus du bruit que de la vraie actualité. Il est 8h30 et 45 secondes. Il est donc l'heure de passer à l'actualité internationale. Vous voyez que Kylian m'a marqué dire l'heure parce qu'il sait que j'oublie de dire l'heure. Et donc il insiste sur le fait qu'il faut que je dise l'heure. Il y a trop de pognon pour faire des travaux au côté de chez toi. Alors pour être tout à fait précis, c'est un immeuble en construction, donc les travaux sont pas finis en fait. C'est les régions parisiennes, ça pousse de partout avec le développement urbain, tout ça, l'étalement, bref. Ça pousse. Et du coup, ça fait de la poussière, c'est du bonheur. Bref, on s'en fout. 8h31, les relations diplomatiques entre la France et l'Italie. Vous le savez, ça a été le bordel entre la France et l'Italie. Et au sujet de l'Aquarius, le bateau qui a secouru 627 migrants africains qui venaient en Europe, dont les embarcations ont échoué. 629, pardon, merci Kylian. Oui, c'est marqué en plus. Et qui devait accoster, enfin qui était proche de l'Italie, qui devait accoster en Italie selon le droit international. L'Italie a refusé de les accueillir et c'est l'Espagne qui s'est déclarée la première comme étant le port le plus sûr, le port le plus proche sûr du bateau et qui pouvait accueillir, le port de Valence, qui pouvait accueillir ce navire alors que le bateau est passé à 10 km des côtes de la Corse. Donc ça fait polémique en France par rapport à l'action de la France, ou l'inaction de la France plutôt, et ça fait polémique entre la France et l'Italie. La France donne un peu des leçons à l'Italie sur le fait que l'Italie aurait dû accueillir, selon le droit international, le bateau. Voilà. Vous le savez, alors non, j'ai pas suivi moi. Bah voilà, je viens de faire un résumé ARFA, et je sais pas si j'étais clair. Mais voilà, la France reproche à l'Italie de ne pas avoir respecté le droit international. Et donc ça crée des tensions entre la France et l'Italie. Que dire de plus sur cette situation? Le bateau est bien arrivé hier en Espagne, à Valence. Et donc il y a plein de personnes qui sont... il y avait 2000 personnes, je crois, qui étaient présentes dans le port. Il y avait des policiers, il y avait des bénévoles, des traducteurs, des médecins, il y avait plein de monde pour accueillir les bateaux, il y avait des banderoles de soutien aux migrants, donc voilà, avec des situations très très différentes. J'ai compris, explication très claire, merci Arfa. C'est très poli de dire ça. Alors, à 10 jours du prochain Conseil européen, vendredi 15 juin, Giuseppe Conte a rencontré Emmanuel Macron à l'Elysée. Giuseppe Conte, c'est le Premier ministre italien, le nouveau Premier ministre italien. Le Premier ministre de la coalition, on en a parlé pas mal de fois dans cette matinale. Le Premier ministre qui a été désigné par la coalition de la Ligue et du mouvement 5 étoiles, les deux partis qui se sont alliés pour définir. Président du Conseil, pardon, merci Kylian. Président du Conseil est désigné par les partis au pouvoir. On se souvient des tensions entre l'exécutif français et italien, notamment concernant l'Aquarius, ce bateau humanitaire que l'Italie a refusé d'accueillir et immobilisé en mer avec 629 migrants à son bord, avant que l'Espagne se dise prête à accueillir le bateau et ses passagers, ce que je vous expliquais à l'instant. On s'attendait à une rencontre tendue, mais au final, les deux hommes sont tombés d'accord, notamment sur les questions migratoires, et appellent tous deux à davantage de solidarité entre les États membres. Emmanuel Macron a ainsi déclaré: « Nous avons convenu de la nécessité de coopérer étroitement, l'Italie, la France, mais aussi en impliquant tous les pays européens, parce que la question de la migration, de l'immigration, ne peut pas être repoussée plus longtemps, et les solutions ne peuvent venir de l'Italie seule. » La différence entre président du Conseil et Premier ministre. Alors c'est une excellente question, Arfa en grève. J'en ai... Kylian propose une réponse. Seule l'appellation change. Voilà, ça dépend de la Constitution, ça dépend de l'organisation, ça dépend de chaque république en fait. L'ordre protocolaire est le même. Merci beaucoup Kylian pour cette précision. Petite explication sur les relations France-Italie et sur
la coopération souhaitée pour au niveau des pays européens. Je crois que c'est l'accord de Dublin qui organise l'accueil des migrants en Europe. Et donc l'idée jusque-là, c'est que c'est le premier pays qui reçoit des migrants qui doit s'en occuper. Sauf que, comme c'est les pays du Sud, à chaque fois l'Italie, la Grèce et la France, mais moins la France quand même, qui reçoivent les migrants, forcément à chaque fois c'est l'Italie, et surtout l'Italie en fait, et Malte, effectivement Kylian, qui reçoivent les migrants, donc on en a la charge, et ça crée un déséquilibre au niveau européen. L'idée est de faire une meilleure coopération pour l'accueil des migrants et des réfugiés notamment, avec tout ce qui est droit d'asile en particulier. Les principaux c'est Malte, Grèce, Italie et Espagne. Bah, tous les pays du bassin méditerranéen finalement. Du coup, il y a un Premier ministre et un président du Conseil, ou seulement un président du Conseil? Seulement un président du Conseil, Arfa. Très mauvais texte au demeurant, on y parle, c'est vrai, de shopping des migrants, à croire que Dublin a été écrit par une commission de droite. La différence, c'est que la République italienne est une république parlementaire, le Premier ministre issu de la majorité du Parlement est le chef d'État. Le président de la République n'a qu'une fonction constitutionnelle et d'apparat, contrairement à la France où le président est élu au suffrage universel, et le chef d'État, le chef du gouvernement, le Premier ministre n'a pas cette fonction. Merci Perceval pour cette explication en longueur de la République italienne. L'Italie n'a pas refusé encore un bateau ce week-end. Ah, j'ai pas entendu cette histoire. On pouvait pas en parler, de toute façon il y avait la Coupe du Monde. Donc, ah bah non, pas l'Italie. Il est 8h37. Nous passons à l'accord entre la Grèce et la Macédoine. Dimanche, parlons de la République du Nord de Macédoine. Dimanche, les ministres grecs et macédoniens des Affaires étrangères ont signé un accord prévoyant le changement de nom de l'actuelle ex-république yougoslave de Macédoine en Macédoine du Nord. Cet accord, seul de 27 ans de querelle entre les deux pays, devant être ratifié sous 6 mois par les deux pays, à commencer par la Macédoine qui doit le faire ratifier par le Parlement, approuvé par référendum et acté par une révision constitutionnelle avant d'être soumis au Parlement grec. J'invite les bacheliers qui sont en bac professionnel, en filière professionnelle, qui passeront le bac de français, à ne pas lire le Framasoft, le Framapad qui vous est présenté, parce qu'il y a quelques fautes de conjugaison notamment. Je n'en veux pas, Kylian, il a produit beaucoup de contenu, et voilà. Mais voilà, ne prenez pas exemple sur ce texte. Voilà. Merci Dibal pour c'est toute une salade cette histoire. Voilà, Macédoine, salade, vous avez compris. Petite astuce. Et bonjour Pauline. Alors, la ratification de l'accord permettrait de lever le verrou de la Grèce sur l'entrée de la Macédoine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Cependant, le président macédonien, dont je ne prononcerai pas le nom, le président Ivanov, prévoit d'exercer son veto pour bloquer ce que l'opposition nationaliste dont il est proche a qualifié de capitulation, ce qui ne peut toutefois que retarder un peu sa ratification. Skopje espère désormais obtenir une date pour l'ouverture de pourparlers d'adhésion à l'Union Européenne lors d'un sommet européen fin juin et mi-juillet. Une invitation à rejoindre l'OTAN. Vu la quantité de texte, ça passe. Alors que Yoneka est solidaire avec Kylian. C'est beau. Solidarité dans le chat. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris l'histoire. La Macédoine et la Grèce se battent pour avoir le terme de Macédoine, pour avoir l'exclusivité de l'usage du nom Macédoine, puisqu'il y a une région en Grèce qui s'appelle la Macédoine, et le pays... l'ex-république yougoslave de Macédoine, et donc il y a un accord qui est en train de se négocier entre la Macédoine et la Grèce, et si l'accord est conclu, la Grèce ne s'opposera plus à l'entrée de la Macédoine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont y rentrer automatiquement, mais les négociations pourront se dérouler. Voilà, pour résumer un peu la situation. Toujours un plaisir de te remonter le moral, Pauline, n'hésite pas, tu es la bienvenue. Pour eux, c'est un peu comme si le Luxembourg s'appelait Lorraine. Oui, c'est un peu ça.
où c'est un peu comme si la Belgique et le Luxembourg se battaient pour le nom de Luxembourg, parce qu'il y a une région Luxembourg en Belgique, juste à côté du pays Luxembourg et de la ville Luxembourg. Voilà. Donc pour le coup, ils arrivent à cohabiter. Donc bon. Autre lieu, autre mœurs. 8h40, le temps passe. Et je vous propose de passer au troisième sujet international. On en avait parlé il y a une semaine ou 15 jours, je ne sais plus. Et il y a eu le second tour de la présidentielle colombienne hier. Ce dimanche, les Colombiens étaient appelés aux urnes une nouvelle fois pour élire leur prochain président, 2 semaines après le premier tour de cette élection, ayant mis en tête Iván Duque, ça ne se prononce sans doute pas comme ça, mais voilà, le candidat conservateur face à Gustavo Petro, candidat de la gauche radicale, à savoir que le président sortant a été éliminé au premier tour. Le conservateur Iván Duque, opposé aux accords de paix avec les FARC, a promis qu'il ne réduirait pas en miettes l'accord, mais qu'il souhaite y apporter quelques modifications. Ce matin, selon les premiers résultats, la droite dure ferait son retour à la présidence colombienne. En effet, le candidat du Centre démocratique s'appelle le Centre démocratique, la droite dure. Iván Duque, 41 ans, recueillit 54% des voix contre 42. Ça fait pas sens, ça. Avec Gustavo Petro, 58 ans, du mouvement Colombie humaine. Premier candidat de gauche à parvenir aussi loin dans une course présidentielle, la première depuis l'accord de paix. Avec lui a été élue la première femme vice-présidente du pays, Marta Lucía Ramírez, qui fut aussi la première femme ministre de la Défense de Colombie durant la première année de la présidence d'Uribe, qui était présidente entre 2002 et 2010. Cette paix dont nous avons rêvé, qui demande des rectifications, aura des corrections pour que les victimes soient au centre du processus, pour garantir vérité, justice et réparation, a déclaré le dauphin de l'ex-président Álvaro Uribe, farouche opposant au pacte signé en 2016, qui a permis le désarmement de la rébellion et sa reconversion en parti politique. De son côté, le parti FARC a appelé Iván Duque au bon sens, après son annonce de correction de l'accord de paix. Il est nécessaire que le bon sens s'impose, ce que le pays demande, c'est une paix intégrale qui nous mène vers la réconciliation attendue. Contourner cet objectif ne peut être un programme de gouvernement, a indiqué la Force alternative révolutionnaire commune, FARC, en demandant à le rencontrer. Voilà, situation un peu tendue en Colombie avec l'arrivée au pouvoir d'un conservateur qui remet en cause les accords de paix, enfin qui remet en cause, qui veut modifier les accords de paix avec les FARC, qui s'appelait avant Forces armées révolutionnaires de Colombie et désormais Force alternative révolutionnaire commune, suite aux accords de paix qui ont été signés en 2016. Vous savez, les FARC qui ont longtemps été une force armée assez influente en Colombie, qui avait notamment une otage française. Le contraire de la droite dure, c'est la droite molle. Bienvenue ou fût sur ce stream. Perceval qui critique le sens grammatical des phrases. Mais mon cher Perceval, nous t'attendons dans l'équipe de rédaction pour faire de la relecture comme dit Kylian. Effectivement, tu es le bienvenu. N'hésite pas. C'est pas juste le don, c'est l'héritage qui va avec pour la Macédoine. D'accord, Fanny, je ne savais pas. Je méconnais un peu la géopolitique et les enjeux extérieurs à la France, globalement. Extérieurs à l'Europe, l'Union Européenne, disons. Il faut que je dise l'Union Européenne parce que on a eu des commentaires de qualité sous la vidéo qui était faite par Adrien la semaine dernière dans Party Time, avec son invité qui était membre de l'UDI, qui expliquait son parcours, ses motivations, son activité militante, et qui a beaucoup parlé de l'Union Européenne. Et on a eu dans les commentaires des gens qui sont venus parler du rapport à l'Europe et à l'Union Européenne de manière tout à fait sereine et objective, on va dire ça comme ça, notamment de nos amis de l'UPR. Et donc, voilà, une activité assez intéressante. Perceval, il doit passer un journal journalier sur Acrocraft. Quotidien, ça le marque, quotidien. Vous pourriez ne pas parler du bac, je suis déjà assez en PLS cosmique là.
T'inquiète pas, on parlera juste des sujets quand ils sortiront d'ici une bonne demi-heure. Voilà, eh bien il est 8h45, on est à l'heure, formidable. Je vous propose de passer à la suite du programme. Le chat est en PLS, tout va bien. Il s'agit donc de fermer cet onglet, de proposer un nouveau... alors c'est pas ça, c'est ceci. Logo, hop. Parce qu'effectivement il est 8h45. Et donc c'est l'heure de 8h45 dans le monde avec un logo qui est trop gros. Voilà, super. Un stream encore une fois bien préparé. Quarter to 9 in the world, nous dit Perceval. Alors, je vais cliquer là-dessus pour suivre le sujet. Je vais appeler Clément. S'il est disponible. Puisqu'il nous a dit je re. Qu'est-il de retour? Le suspense est présent. Et bonjour Intel Tom. Il est présent, bonjour. Il est avec nous, incroyable. Bonjour Clément, comment vas-tu? Ça va bien, je te remercie. Comment ça va? Eh bien, comme un lundi. Excellent. Je l'avais jamais faite celle-là. Hein. Non, jamais. C'est ça qui est bien, c'est toujours la surprise comme ça. J'essaie d'ajuster ton son parce qu'on n'entend pas beaucoup, oui, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Bah, c'est pour ça qu'on discute un petit peu au début, hein, c'est pour faire des retours son, c'est pas parce qu'on a envie de se parler. Mais non, moi j'ai juste envie de te parler, de prendre de tes nouvelles, de savoir comment ça se passe. C'est juste pour le retour son en fait. Excuse-moi d'être sympa, excuse-moi d'avoir un sentiment d'amicalité envers toi. Ah bah, excuse-moi d'écrire la chronique du 8h45 qui ne rend pas sympa. C'est pas faux. Alors je vais baisser le son des oiseaux peut-être pour mieux entendre Clément. Est-ce que vous pouvez me faire dans le chat un retour sur le son? Est-ce que Clément tu peux raconter ta vie juste pour être sûr de la qualité du son? Je m'appelle Clément, j'ai 29 ans. J'ai fait du tir à l'arc pendant 11 ans. Est-ce que si je parle plus dans le micro, ça va ou ça va pas? C'est mieux quand tu parles dans le micro. Ouais, mais on dit faible, c'est pas mieux. Oui, mais parce que c'est un décalage de quelques secondes. Mais je t'assure que moi j'entends plus fort. Ah, d'accord. Est-ce que ça commence à te péter les oreilles un petit peu? Pas encore. Faible quand même. Alors je monte le son ici. Je coupe les oiseaux et normalement... Et je monte le son. Normalement ça devrait être correct. Et je remets le son. D'où j'ai vu du tir à l'arc. 11 ans. 11 ans de tir à l'arc. Eh bien, bonne chance, Pauline. Vous pouvez faire mieux. Alors, est-ce que je peux lire des articles de l'équipe pendant qu'on fait du son? Bah, éventuellement. Ligue 2, c'est vraiment la reprise. Les clubs de Ligue 2 sont de retour à l'entraînement cette semaine. Après le GFC Ajaccio, jeudi, 5 clubs de Ligue 2 reprennent ce lundi le chemin de l'entraînement. C'est notamment le cas de Sochaux et de son nouvel entraîneur espagnol, José Manuel Herrera. Lens, Valenciennes, Clermont et le Red Star seront aussi à pied d'œuvre. Mardi, ce sera au tour d'Auxerre, Châteauroux et Orléans. Mardi prochain, l'AS Ajaccio sera le dernier à reprendre. Si je puis me permettre, on dit Auxerre et pas Auxerre. Autant que Bourguignon, c'est important pour moi. En même temps, ils sont en Ligue 2, quoi. Absolument. Et où je suis le signal, on dit Auxerre. Bref, si tu te mets bien devant le micro, je pense que ça va passer. Alors... Je disais le... Bon. Eh ben écoute, on y va ou bien? Est-ce que tu es prêt? Bah moi oui, depuis un moment là déjà. Eh bien alors c'est parti pour le 8h45 dans le monde, qui n'a toujours pas été renommé 8h45, bonne nouvelle dans le monde, malgré le contenu jusque-là. Clément, cette semaine tu vas nous parler de la neutralité du net et de l'extrême droite au Royaume-Uni. Je rappellerai simplement avant cette chronique qu'évidemment tes opinions n'engagent que toi et toutes celles et ceux qui pourraient les partager, évidemment. Merci Sylvain. Alors je vais pas être si dur que ça, mais merci pour le teaser. Alors on va commencer avec la neutralité du net, tout doucement. Donc lundi dernier, on s'en est pas rendu compte, mais il y a eu un tremblement de terre sur Internet. La neutralité du net a pris fin aux États-Unis, laissant les fournisseurs d'accès à Internet libres de brider Internet contre rançon. Alors à ce stade, avant que ça arrive chez nous, il faut rappeler ce qu'est la neutralité du net.
On va commencer par la négative et dire ce que n'est pas la neutralité du net. Quand on parle de neutralité, on pense toujours à quelque chose d'un peu politique ou de sportif. Donc il ne s'agit pas de dire que Internet est devenu une sorte de taverne de pseudo-patriotes, un repère pour alt-right, cette droite réac venue des États-Unis, sexiste, homophobe, anti-islam, antisémite, traditionnaliste, conspirationniste, anti-droit d'asile, qui est en France souvent représenté pour différents aspects, parce qu'ils font pas tout de tout. Les identitaires, Marion Maréchal Le Pen, Papy Jean-Marie, le FN, l'UPR et nombre de cannes de LR. Donc ça, on y reviendra plus tard dans cette chronique. La neutralité du net, c'est quelque chose de plus technique. Alors je me permets de signaler que ton Donald Trump est absolument magnifique. Voilà, c'est important. La neutralité du net, c'est ce qui permet à toutes les informations de voyager à la même vitesse sur le même réseau. En gros, là on vulgarise, ma maman écoute, je la salue d'ailleurs. Donc mon objectif, c'est d'expliquer la neutralité du net à ma maman. Très bien. Imaginons que vous habitez juste au bord d'une autoroute. Cette autoroute, c'est Internet. Ceux qui fournissent ce réseau de routes et autoroutes virtuelles sont appelés les fournisseurs d'accès à Internet. On utilise souvent l'abréviation FAI pour en parler. En France, ces fournisseurs sont principalement Orange, Free, SFR et Bouygues. C'est l'équivalent pour Internet des sociétés concessionnaires comme Eiffage, Vinci ou Sanef pour les autoroutes. Ils n'ont pas forcément construit le réseau, ne l'en tiennent pas forcément très bien, mais ce sont ces entités qui vous font raquer pour y accéder. Je t'invite à te rapprocher de ton micro, s'il te plaît. Je me rapproche de mon micro. Merci beaucoup. Alors, comment ça se concrétise la neutralité du net? Donc, vous habitez toujours au bord de cette autoroute et vous voudriez avoir une image. Pour voir une image, vous enverriez un coursier en scooter aller commander une image que vous voulez voir sur votre écran. Arrivé au hangar à images, le coursier remet la demande et l'émetteur vous envoie un camion de livraison avec tout le nécessaire pour recevoir et voir cette image. Alors cela fonctionne de la même manière si vous voulez regarder une vidéo, suivre les actualités, lire un article encyclopédique, c'est juste la même chose. Alors bien sûr, certaines livraisons peuvent être particulièrement lourdes et nécessiter plusieurs dizaines de milliers de camions de livraison qui mettront donc un peu plus de temps pour livrer toute la commande. Mais tous ces camions de livraison se déplacent à la même vitesse sur le même réseau. La neutralité du net, c'est ce qui permet aujourd'hui à tous ces coursiers, à tous ces camions de livraison de se déplacer à la même vitesse, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur destination sur un réseau. Vous pouvez vous demander, mais moi qui habite dans un territoire avec une connexion Internet pourrie, pourquoi c'est plus lent? Alors c'est pas lié à la neutralité du net, c'est parce que vous n'habitez pas en bordure d'autoroute, mais en bordure d'une nationale de l'Internet, d'une départementale ou d'un petit chemin de campagne. Alors aux États-Unis, la neutralité du net était garantie depuis 2005. Et les tentatives de changer cette situation pour mettre fin à la neutralité du net ont toujours été repoussées en considérant que cela favoriserait beaucoup trop les lobbyistes, les fournisseurs d'accès à Internet, plutôt que les consommateurs. Mais finalement, comme ce sont toujours les Allemands qui gagnent à la fin au foot, ce sont souvent les lobbyistes qui gagnent à la fin aux États-Unis. Et cette protection a pris fin le 11 juin 2018, après un jeu politique aussi inique que long et complexe. On avait beaucoup parlé au moment de ce vote, de cette décision. C'est ça. Donc dans un pays où seulement 76% de la population a accès à Internet, ce qui est quand même assez faible, oui. Quand on compare qu'il y en a 97% au Danemark et 86% en France, les lobbyistes défendent l'idée qu'un Internet moins rapide mais moins cher permettra à la population d'accéder à Internet. Mais rien n'indique que cette situation ne créera pas une carte des États-Unis avec des zones avec un Internet dit rapide, celui qui a la vitesse normale aujourd'hui en fait, et un Internet plus lent, en fonction des revenus des populations dans ces zones. Et rien n'indique non plus que ces mêmes lobbyistes ne s'arrangeront pas pour fixer des prix toujours aussi élevés pour accéder à Internet. Aux USA, le prix d'Internet est déjà en moyenne 2 fois plus cher qu'en France, et là où la population s'est habituée à avoir accès à Internet avec une certaine rapidité d'usage, ce changement de loi inquiète forcément les consommateurs qui vont se voir soit englués, soit obligés de payer pour retrouver l'Internet original. Toutefois, il y a une trentaine d'États aux États-Unis qui ont décidé d'attaquer cette décision fédérale. Je crois qu'il y en a 22-23 qui veulent attaquer la décision de l'État fédéral.
et 6-7 qui ont déjà passé des dispositions pour garantir la neutralité du net sur leur territoire. Une trentaine d'États. Rappelle-moi, il y a combien d'États exactement aux États-Unis? Une cinquantaine. Ouais, c'est ce qu'il me semble. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Je me trompe toujours, donc je préfère dire une cinquantaine. Très bien. Donc voici pour la neutralité du net. Et donc, sans transition, mon cher Sylvain. Absolument. Parce que nous sommes professionnels. En parlant de neutralité, il y a une neutralité à laquelle je ne m'astreins pas en tant que personne, c'est celle contre l'extrême droite. Amis d'extrême droite, bonjour. L'extrême droite à laquelle on doit de nombreux sujets du bac d'histoire géo et des millions de morts, a ceci de rigolo qu'elle n'aime pas qu'on lui rappelle l'histoire. Elle n'aime pas qu'on lui dise que son action, son idéologie se situe dans une ligne historique. On se prend des bouts, vous êtes des vieux, vous parlez de trucs que j'étais même pas né quand ça s'est passé. Bouh, les collabos du 21e siècle, c'est ceux qui veulent accueillir et aider les réfugiés. Et les médias en France comme dans le monde ont laissé à l'extrême droite de plus en plus de terrain. Et un certain sasvolisme s'est installé. Et le politiquement correct, finalement, en France, en Europe et en Occident, c'est du Zemmour. Ceux qui sont contre sont forcément des gauchistes, des bisounours, des islamo-gauchistes, au point même qu'une partie du personnel politique, du vocabulaire politique, a glissé ces 20 dernières années vers les thèses et thèmes de l'extrême droite. Je ne citerai pas Manuel Valls, Gérard Collomb et tant d'autres réjouissances. Mais quel danger, finalement? Les gens de l'extrême droite ou de la droite radicale, ce sont des gens qui veulent retourner au bon vieux temps d'avant. Ce temps avant 1968, qui dans le monde n'a pas été qu'une libération sexuelle, comme elle est souvent résumée en France, mais où les minorités, les discriminés, continuent à bien la fermer. Avant même la décolonisation, un temps où les puissances en place étaient présentées volontiers comme naturelles et immuables. Certains caricaturent les identitaires, les gens d'extrême droite, comme des crânes rasés, mais non. Il y en a des gens qui sont tout à fait lambda. C'est comme tout, il y en a des biens aussi. Hein. Je te laisse la responsabilité de ces propos. C'était une blague, évidemment. Que je te laisse assumer en solitaire. Merci. Et donc, il y a des papas, des patrons, des employés, des étudiants, des gens tout à fait intégrés à la vie locale, à la politique même, comme Damien Rieu, responsable de la communication de la commune de Beaucaire, qui organisait une opération en mode paramilitaire, anti-migrants dans les Alpes, soutenue par le FN, une partie de la droite française. Et à de rares exceptions, et en fait, tellement rares que je n'ai pas vu, ce sont par contre tous des blancs, ça c'est sûr, des hommes blancs qui défendent le white power et qui ont peur de voir leurs habitudes, leur pouvoir être remis en cause par tout ce qui n'entre pas dans leur schéma de compréhension du monde. Alors, c'est pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Mais c'est souvent. On en a vu. C'est majoritairement des hommes, effectivement. Mais disons que je pense qu'il y a plus d'hommes dans ces groupes-là que chez les migrants. C'est souvent leur truc, on voit que des hommes chez les migrants. Non, il y a une moitié d'hommes et le reste, c'est des femmes et des enfants. Là, par contre, chez l'alt-right, c'est quand même beaucoup plus masculin. On se souvient du groupe Defend Europe. Defend Europe. Je sais pas comment on prononce. Qui avait notamment fait l'action dans les Alpes. Mais en fait, tu présentes ça comme un danger, mais c'est quoi le danger concrètement en 2018 de l'alt-right? Alors, le danger s'est exprimé récemment, là, en juin, à Londres, au Royaume-Uni. Il y a 15 000 militants, donc c'est pas 15, c'est pas 150, c'est pas 1500, c'est 15 000, qui se sont rassemblés pour soutenir Tommy Robinson, l'ancien leader de l'English Defence League, qui est parti pour quelques mois, ou qui doit partir pour quelques mois en prison. Il a pris la mauvaise habitude d'aller filmer et de diffuser en direct, sans autorisation, des procès. C'est des procès de crimes violents, mais il se concentrait uniquement sur les procès commis par des personnes issues de l'immigration, que ce soit de la première ou de la énième génération. Forcément, les procès pour les Anglais pur jus, c'est-à-dire tout blanc qui deviennent tout rouge au soleil, ça l'intéresse pas particulièrement. Après plusieurs tentatives et rappel à l'ordre, il a été condamné à 13 mois de prison. Les gens se sont étonnés de la rapidité du jugement, mais en même temps, il se trouvait déjà dans un tribunal quand il a été attrapé. Donc finalement, il y a peut-être une logique dans la rapidité de la décision. Et donc ces partisans, ces milliers de personnes défendent selon eux la liberté d'expression, la liberté d'informer. Pour eux, le meilleur moyen de défendre leur pays, c'est d'exprimer de différentes manières. Donc début juin, je crois que c'était les 8-9 juin, ça s'est exprimé par la violence symbolique, avec au milieu des pancartes pour la libération de Tommy Robinson, de nombreux signes et saluts nazis. Et c'est aussi la violence physique primaire, qui n'a rien à envier aux hooligans de Liverpool. On a vu des dizaines de policiers poursuivis et blessés dans les rues de Londres par des centaines de militants qui leur envoyaient des projectiles et cherchaient à se battre avec eux.
Alors, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, hein. Dans les mois précédents, ils ont fait plusieurs marches qu'ils appelaient marches contre l'extrémisme, pour finalement être que des sortes de marches de l'extrême droite. Ce mouvement violent se développe tellement au Royaume-Uni qu'il y a 4-5 jours, The Independent publiait une enquête qui montrait que si le terrorisme se revendiquant de l'islamisme était toujours la menace principale, le nombre de personnes incarcérées pour des velléités de terrorisme à l'extrême droite avait triplé sur ces derniers mois et dernières années. Donc c'est quand même un problème qui grossit, qui se voit, qui est bien réel. Et c'est pas qu'un problème britannique. Il y a eu des manifestations similaires en Europe depuis des années, accompagnées directement ou indirectement d'actions criminelles ou terroristes. Ces groupes violents sont dans la ligne droite du terrorisme d'extrême droite qui, depuis 1962 à peu près, a tué près de 300 personnes en Europe et en a blessé 1246 autres. Alors ces événements ont l'air sporadiques et moins médiatisés, mais même si on dit que ça c'est le passé, il ne faut pas oublier qu'un tiers de ces morts a eu lieu depuis le début des années 2000. Donc c'est pas si éloigné que ça. On n'oubliera pas non plus que l'attentat masculiniste de Toronto, qui a fait 10 morts, est dans cette veine, et que ce qui choque cette droite radicale-là, c'est pas tant le terrorisme que le terrorisme dit islamique. Il suffit de voir l'absence de réaction sur les réseaux sociaux dès qu'on apprend que le terroriste n'a pas crié Allahu Akbar. Sur les réseaux sociaux et dans les médias d'une manière générale d'ailleurs. Tout à fait. Mais la fachosphère tout particulièrement a cette faculté à faire beaucoup de bruit dès qu'on entend le mot attentat et à faire beaucoup de suppositions. Et dès qu'on entend que c'était un monsieur qui était un poil suicidaire, elle disparaît. Alors je ne relie pas toutes les personnes de la droite radicale et de l'extrême droite à ces attentats, tout comme je ne relie pas tous les extrémistes religieux aux religions dont ils se réclament. Je veux simplement que dans le monde et en Europe se développe ou se redéveloppe dans un silence assourdissant un deuxième mouvement violent aux côtés du terrorisme se revendiquant de l'islam, le terrorisme et la violence de l'alt-right. Et face à cette menace, ce n'est pas la neutralité du net qui m'inquiète, mais la tolérance et la neutralité médiatique, voire politique. Et sur ce, bonne semaine. Eh bien, très belle semaine pleine de bienveillance et d'humanité. À toi, mon cher Clément. Et d'amour, évidemment, l'amour universel. Cela va de soi et d'humanisme, tout ça. Toutes les valeurs de gauchistes qui nous réunissent. Salut de gauchistes. Merci, toi aussi. Salut. Et voilà une chronique, une double chronique finalement. On a commencé sur la neutralité du net et on a continué sur l'alt-right, avec un point notamment sur un sujet dont j'avais pas entendu parler, Tommy Robinson, donc je me suis penché sur la question hier. Je sais pas si Yaoufu qui a posé pas mal de questions sur ce sujet dans le chat. En fait, il y a des règles particulières sur les procès en Angleterre qui consistent à dire que si le juge considère que l'influence médiatique ou l'influence populaire sur un procès peut nuire à la qualité du procès, il est interdit d'en parler dans les médias, dans la presse, pour justement protéger la tenue du procès avant le jugement en fait. Et une fois que le jugement est prononcé, là tu as le droit d'en parler. Mais c'est un règlement qui est spécifique au Royaume-Uni qui fait qu'il faut l'interdiction d'en parler pour garantir la sérénité des débats judiciaires. C'est une loi du Royaume-Uni, chacun l'interprète comme il le souhaite. Et donc c'est pour ça qu'il a été condamné, Tommy Robinson. Et pareil, son procès à lui a été passé sous silence médiatique pour cette même raison. Pour éviter que le battage médiatique ait de l'influence sur le juge, sur les jurés, etc. etc. Tu n'as pas précisé, l'affaire de Telford au Royaume-Uni, c'est en lien, les gens ne peuvent pas comprendre le contexte. Peut-être qu'il apportera des précisions. Clément Nibal01 dans le chat, suite à vos suggestions. Voilà, il est 9h04. Je suis en train de regarder à côté si les sujets du bac philo sont tombés. Je n'ai pas encore trouvé. J'ai trouvé des leaks, mais je ne sais pas si ça a une valeur, vu que c'était posté il y a 12 heures. Donc je suis encore en recherche de l'information. Pas de précision à apporter, votre honneur, force reste à la loi. Très bien.
Alors, est-ce qu'on a les informations sur les sujets du bac philo? Non, pas encore. Très bien. Peut-être sur d'autres sites d'information. Sujet corrigé. Ah, sujet à partir de 9h15 sur lemonde.fr. Très bien. Eh bien, je vous propose en attendant de passer à la gazette du dernier jour de la semaine. Il est 9h05, 50 secondes. Comme le fait remarquer Kylian dans le document qui va bien. Hop. Hop. Tout ça n'est que préparation, tout ça n'est que synchronisation finalement. Le stream est pro, comme toujours. Et oui, mais comme il y en a dans notre système actuel, la preuve, les médias en font tout un foin dès qu'il s'agit d'un politique. Voilà, il y a un débat sur les médias et les affaires judiciaires, c'est assez intéressant. N'hésitez pas à continuer ce débat et n'hésitez pas à le continuer sur le Discord d'Acropolis également, évidemment. Toujours dans le placement de produits, c'est important. Parce que c'est notre projet. Cette semaine, que va-t-il se passer? Aujourd'hui, nous avons Emmanuel Macron, notre président, notre Jupiter à nous, finalement, qui se rend au Mont Valérien pour célébrer le 78e anniversaire de l'appel du 18 juin, puisque effectivement nous sommes le 18 juin. Donc c'est l'occasion de fêter l'anniversaire de l'appel du 18 juin. C'est également, on n'a pas encore parlé, début des épreuves écrites du baccalauréat 2018. Voilà, vous ne devez pas le savoir, je pense qu'on n'en a pas encore, parlé. Et il y a également aujourd'hui la vente aux enchères du bicorne de Napoléon Ier qui l'aurait abandonné après la défaite de Waterloo en 1815, comme chacun le sait. On attend impatiemment de savoir quel sera le prix accordé à ce bicorne. Est-ce que je porterai bien le bicorne? Je ne sais pas. Mon serveur Discord pour mon projet de DUT Info s'appelle Parce que c'est notre projet. Le saviez-vous? Il y a également une émote projet sur Acropolis. Et enfin, le premier vol d'un avion tout électrique en Norvège. On est dans l'innovation aéronautique. Mardi, Emmanuel Macron sera à Meseberg pour participer au conseil ministériel franco-allemand pour préparer la réforme de l'Europe, et notamment la réforme de la zone euro. J'ai lu un article là-dessus, je voulais vous en parler, mais je ne sais plus. Oui, Emmanuel Macron avait un projet de réforme de la zone euro dans son programme. Évidemment, il faut négocier avec les autres partenaires européens. C'est pas juste la France qui décide que la zone euro, ça se passera comme ça. Et a priori, il y aura un budget européen d'investissement commun à la zone euro, qui sera géré donc par les pays par les pays de la zone euro. Et je ne sais pas exactement comment ça va se passer en fait. Mais voilà, il y aura des annonces au niveau de la structuration de la zone euro normalement demain, suite au conseil ministériel franco-allemand. Après, Sylvain a spoilé les réponses de psy, de philo, tu veux dire, Rufus? C'est l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen dans 2 jours. Demain, c'est l'anniversaire de Cahuzac. Le mien est celui de la maire de Paris. Petite précision, voilà, voilà. Merci pour cette précision, Arfa, et joyeux anniversaire en avance, évidemment. Demain, c'est également la remise du rapport du Conseil national consultatif des personnes handicapées à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qu'on voit en photo sur la gauche de l'écran. Et également le début de la Fashion Week masculine à Paris. C'est pour ça que vous ne verrez pas Jean Massier cette semaine, il sera occupé par la Fashion Week, évidemment. C'est son style, voilà. Mercredi, déplacement d'Angela Merkel en Jordanie et au Liban sur le thème du conflit en Syrie. Il y aura également l'ouverture du procès d'Eni et Shell, les 2 compagnies pétrolières pour corruption au Nigeria. Il y aura les funérailles de la star de l'accordéon Yvette Horner à Tarbes, que vous voyez en photo au milieu de ce programme. Le début des chorégies d'Orange. Et la journée mondiale des réfugiés. On risque d'en entendre parler encore avec... alors certainement pendant les QAG à l'Assemblée nationale, avec certainement le lien avec l'Aquarius. Jeudi, le pape François se rend à Genève pour le 70e anniversaire du Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil œcuménique, c'est le lien entre les différentes églises chrétiennes, que ce soit les protestants, les catholiques, les orthodoxes, etc., etc.
La justice française rend sa décision jeudi sur le non-lieu pour un prêtre rwandais mis en cause dans le génocide de 1994. Génocide au Rwanda qui avait fait de nombreux morts. Jeudi, c'est également le match France-Pérou à 17h, juste après l'émission Party Time. Coïncidence. Deuxième match des Bleus au mondial de football à Ekaterinbourg, Russie évidemment, puisque le mondial se déroule en Russie. Coïncidence, encore une fois. Et enfin, l'Inde célèbre la journée internationale du yoga. Voilà. Est-ce qu'ils feront du yoga sur le terrain de foot? L'histoire ne le dit pas. Vendredi, déplacement d'Édouard Philippe en Chine. Ce sera également le jour du vote du projet de loi sur l'immigration et les droits d'asile par les sénateurs. Il y aura également une nouvelle grève des salariés d'Air France pour les salaires à l'appel de 10 syndicats. C'est le début de la 20e édition du festival Solidaise à Paris et c'est également l'ouverture du festival de musique métal Hellfest à Clisson. Est-ce que vous allez participer au Hellfest? C'est vous qui voyez, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Samedi, Nouvelle-Zélande, France, 3e test match de l'équipe de France de rugby à Dundee. Je sais pas comment ça se prononce. L'équipe de France de rugby va-t-elle enchaîner une 3e défaite consécutive face aux All Blacks? Nous le saurons donc samedi. À noter que l'équipe de France de rugby moins de 20 ans a remporté la Coupe du Monde de rugby des moins de 20 ans ce week-end face à l'Angleterre. Ça fait toujours plaisir. Samedi également ouverture au public de la grande rétrospective Matisse et Picasso au musée Matisse de Nice. Et il y aura également la Gay Pride de Mexico. Et enfin dimanche, élection législative et présidentielle anticipée en Turquie. Et ce sera le Grand Prix de Formule 1 de France au Castellet. Nous sommes 6 à la gare, dont 3 lycéens en PLS. Ah. La Startup Nation t'a abandonné ou tu refuses de prendre un Uber? C'est possible qu'il n'y ait pas de Uber dans la gare de Harfa. Ah que bonjour Raven, mais non t'es pas en retard, t'as juste... t'as peut-être 72 minutes de retard, mais qu'est-ce que c'est 72 minutes aujourd'hui hein? Mais non, mais arrêtez de me mettre des notifications tout le temps là, c'est pénible. Alors, il est 9h13, voilà le programme de la semaine. Quoi, la Startup Nation ne couvre pas tout le territoire? Incroyable. Je vous propose que nous continuions à parler français correctement. Alors, hop, qu'y a-t-il après la gazette du dernier jour de la semaine? Eh bien, il y a le programme parlementaire. Alors, concernant le programme parlementaire, c'est un peu particulier. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Hop, je vous remets le Framapad. Je vous remets le lien du Framapad dans le chat parce que si vous voulez y accéder, c'est ici. Programme un peu spécial parce que pour le Sénat, on a eu un copier-coller sur le site du Sénat et du coup, les informations ne sont pas tellement à jour. Alors au programme cette semaine à l'Assemblée nationale, aujourd'hui on a un débat sur le rapport de la Cour des comptes sur le budget de l'État. On en saura plus sur l'avis de la Cour des comptes qui dit le budget de l'État il est bien, il n'est pas bien et voilà pourquoi. Théoriquement la Cour des comptes est relativement neutre, théoriquement, politiquement. Ah, et ça a été mis à jour, très bien, merci Kylian. Alors oubliez ce que j'ai dit sur le Sénat et reprenons le programme parlementaire. Et après le débat sur le rapport de la Cour des comptes, il y aura une discussion de la proposition de résolution pour un usage plus proportionné et pertinent de la décote applicable aux cessions de biens et actifs immobiliers du domaine privé de l'État. Voilà un sujet très technique. Il y a une image dans le Framasoft pour les liens importants, tels les sites des gens bloqués à la gare pouvant pas aller au bac. Merci Céline pour cette information.
J'espère qu'il y a le programme du CESE. Ah, je ne sais pas si l'équipe de rédaction a travaillé sur le CESE cette semaine. C'est vrai qu'en général, on ne le met pas forcément. Par contre, Perceval l'indique sur le Discord d'Acropolis. Pas mal de tremblements de terre depuis quelques jours au Japon. Ça a fini par un bon gros tremblement de terre cette nuit, ce matin, 9 morts. Oui, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il y a eu 9 morts, mais j'ai parlé effectivement du tremblement de terre au Japon. Toujours aujourd'hui à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut qu'on avance hein, malgré tout dans ces discussions. Question sur les annulations de crédit en 2017. Voilà encore des sujets assez techniques sur le plan budgétaire. Et discussion de la proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution visant à mettre le peuple et ses aspirations au cœur des débats budgétaires. Une bien belle formulation. Demain, mardi 19 juin, évidemment, il y aura les QAG. Ensuite, explication de vote et vote sur le projet de loi qui a été discuté toute la semaine dernière pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ensuite, on aura discussion de la proposition de résolution visant à pérenniser les moyens nécessaires à la participation du ministère de la Justice à l'effort national de lutte contre le terrorisme. Et ensuite, discussion de la proposition de résolution visant à promouvoir l'autonomie fiscale des collectivités. Toujours demain, discussion de la proposition de résolution sur la réduction des inégalités entre les Français et les territoires pour une cohésion préservée de notre pays. Une discussion de la proposition de résolution relative au suivi et au pilotage de la production de logements sociaux. Et enfin, une discussion de la proposition de résolution relative à la lutte contre la pollution du transport maritime et à la promotion des carburants marins alternatifs. Alors que les sujets du bac philo sont en train d'apparaître dans le chat. Nous y viendrons juste après le programme parlementaire de la semaine. Mercredi, alors moi j'ai quand même envie d'aller voir ce que c'est que cet article 34-1 de la Constitution, parce qu'on en parle beaucoup. Alors, l'article 34-1 de la Constitution de la République française permet aux assemblées de voter des résolutions. Les résolutions permettent au Parlement de s'exprimer sur des questions qui ne relèvent pas nécessairement du domaine de la loi, énoncé à l'article 34 de la Constitution, ce qui permet d'éviter un recours excessif à la loi. En effet, le Conseil d'État dénonce en 2006 dans un rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit la tendance à faire appel à la loi pour énoncer des principes sans portée normative, ce qui alourdit le travail parlementaire. Contenu de l'article exactement, les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique, sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à remettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. Voilà. Alors que Zoldru vient de sortir du bac philo, le sujet est pourquoi PUBG est mieux que Fortnite, j'ai fait page blanche. Bienvenue à toi mon cher Zoldru. Donc voilà, toute la semaine des résolutions proposées à l'Assemblée nationale. Mercredi après-midi, après les QSG, on aura résolution pour le renforcement des outils des moyens de pilotage de la recherche publique, résolution pour une révision générale des taxes à faible rendement, résolution concernant les certificats d'économie d'énergie, et discussion du projet de loi de règlement du budget et de l'approbation du budget de l'année 2017. Comme vous le savez, les collectivités et les institutions et toutes les organisations publiques valident le budget de l'année précédente. Chaque année, en général, c'est avant la fin juin, selon la taille de la collectivité concernée, et selon la structure. Et donc pour l'Assemblée nationale, ce sera mercredi après-midi. Jeudi, on aura discussion de la proposition de loi relative au pouvoir d'adaptation des vitesses maximales autorisées par les autorités titulaires de pouvoir de police de la circulation, voire le dossier législatif. Et évidemment, il y a un lien, normalement. Kylian vient de supprimer cette partie du texte. Merci Kylian. Ensuite, nous aurons une résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la lutte contre les groupuscules prônant la violence. Un lien avec la chronique de Nibal qui me semble assez intéressant. Suite de la discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Discussion de la proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique. Vous savez qu'il y avait un système qui avait été mis en place par le gouvernement précédent, je ne sais plus comment ça s'appelle, Blocktel, dont on avait parlé une fois en QAG il n'y a pas si longtemps que ça, et qui avait été constaté comme étant
complètement inefficace. Je peux vous le confirmer à titre tout à fait personnel. Et donc il y a des projets de loi, à ce niveau-là. Discussion enfin de la proposition de loi de défense du droit de propriété et créant un délit d'occupation sans droit ni titre d'un immeuble. Bonjour les squatteurs. Beaucoup de boulot cette semaine à l'Assemblée nationale, le Sénat c'est plus pépère. Alors beaucoup de boulot et après c'est des résolutions, c'est pas des gros projets de loi comme il y a eu ces dernières semaines. Donc voilà, je sais pas dans quelle mesure ça va être aussi impactant, impliquant pour les députés. Au Sénat, qu'avons-nous cette semaine ? Demain, nous aurons des questions orales et l'étude du projet de loi immigration, droit d'asile et intégration, qui concernera également mercredi. C'est pas si pépère que ça, à mon avis, ce sujet, mon cher Kylian. Effectivement, il y a moins de lignes, mais on est sur un sujet quand même assez costaud. Jeudi, commission mixte paritaire sur nouveau pacte ferroviaire, mais ça, je suis à peu près sûr que non. Parce que ça a été voté jeudi dernier, donc je me permets de le supprimer, hein, il doit y avoir une erreur sur le site. Voilà, c'est toute la semaine en fait, c'est projet de loi immigration, droit d'asile, intégration au Sénat. Et enfin, au CESE, séance plénière uniquement pour les commissions, etc. Direction Discord, Kylian ne voulait pas aller plus loin. Mardi, les signes officiels de qualité et d'origine des produits alimentaires. Et mercredi, réforme des fonds structurels européens. Le CESE va se prononcer sur ces sujets. Voilà. Alors avant de passer à la nouvelle rubrique de cette émission, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est l'actualité scientifique, proposée par EmuEmu, que je remercie chaleureusement, je vous propose d'aller chercher les sujets du bac philo. Alors, certains ont déjà été énoncés dans le chat. Je vous propose de passer tout de suite les révélations. Alors, philosophie, les sujets de la série littéraire. Premier sujet, la culture nous rend-elle plus humains ? Je vais faire comme le burger de la mort, je vais prendre du temps après chaque question, comme ça vous mémorisez, et vous répondrez à toutes les questions en même temps, merci. Deuxième question, peut-on renoncer à la vérité ? Et la troisième, évidemment, c'est une explication de texte. On est sur du Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, un texte de 1818. Voilà. Pour la série scientifique, sujet 1. Le désir est-il la marque de notre imperfection ? Sujet numéro 2. Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste ? Intéressant cette question. Et sujet numéro 3, explication d'un extrait de texte, système de logique, de John Stuart Mill. On n'a pas encore les sujets de... Ah, voilà, sujet de la série économique et sociale. T'es en quelle section, Arfa, du coup ? Sujet de la série économique et sociale. Sujet 1. Toute vérité est-elle définitive ? Sujet numéro 2. Peut-on être insensible à l'art ? Sujet 3. Explication de texte de Durkheim. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Des sujets assez intéressants. On est sur une thématique de vérité, hein, quand même, globalement, sauf pour les scientifiques. On est plus sur de la justice et du désir. On voit une thématique aussi culture, avec la sensibilité à l'art et la notion de culture aussi dans les littéraires. Trop compliqué pour toi, Kylian ? Mais non. On pourrait avoir les séries techno, j'aimerais vraiment savoir quel est le sujet de mon frère. Il faut demander ça au monde. Je vais investiguer. Est-ce que sur un autre site, on a les sujets
Des séries techno. Ah oui, voilà. Très bien. Merci France Info. Voici les sujets de la série technologique. L'expérience peut-elle être trompeuse? Compliqué de structurer une pensée par rapport à ça. Et peut-on maîtriser le développement technique? Célène qui nous propose un sujet. La vérité est-elle véritablement vraie? Est-ce que c'est vraiment un sujet, Célène? Est-ce que c'est vraiment une question? C'est intéressant, mais fou. Je trouve que c'est assez c'est chaud hein, cette année. C'est intéressant. Je suis content de ne pas passer le... Et Zoldru qui nous propose également un sujet. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Vous avez 4 heures. Et ben voilà. De quoi plancher pendant 4 heures ou 3 heures pour ceux qui sont arrivés une heure en retard, ou en septembre pour ceux qui n'ont pas eu de train. Et on pense à vous. Restez sur Acropolis, ça va bien se passer. L'expérience peut-elle être trompeuse? Oui, avec Descartes, d'où le cogito. On dit cogito ou cogito? Le cogito, sans doute. Il n'aura pas son bac sur la philo, il a eu aucun de ses sujets en cours. Ah, terrible. L'expérience est forcément trompeuse, donc ça c'est fait. Mais voilà, le problème c'est que les questions sont presque trop évidentes. On a envie de répondre par oui ou par non. Et pour argumenter, c'est compliqué. C'est en ça que je pense que c'est très subtil cette année, les sujets. La culture nous rend-elle plus humains? Bah pour moi la réponse est évidente, mais voilà. Bah, faut définir qu'est-ce que l'humanité finalement. Qu'est-ce qu'être humain finalement? Peut-on renoncer à la liberté? Techniquement oui. Mais qu'est-ce que la liberté? Comment on définit la liberté? C'est pareil. En fait, tout n'est que question de définition en philosophie. Pour me remonter le moral, je suis en train, jeu de mots, de manger une salade de pommes de terre en regardant Acropolis avec une gare quasi vide. J'aime ma vie. Eh bien, je te souhaite un bon appétit, mon cher Arfa. C'est toujours comme ça en philo, je trouve. Réponse évidente, mais pas attendue. En fait, ce qu'il faut faire, et ce que j'ai absolument pas fait à mon bac, c'est pour ça que j'ai foiré mon bac philo, il faut définir le sujet. Ce qui est évident, hein, mais quand j'ai lu la correction dans les annales, ah oui, oui, effectivement, j'aurais dû faire ça. Mais je l'ai pas fait, évidemment. Faut dire que réviser juste la veille pour la philo, forcément, c'est pas terrible. Bref, on s'en fout. Voilà pour le bac philo. Merci Nibel pour cette subtilité, cette élégance. C'est toi qui choisis le sujet en fonction des defs que tu te donnes. Oui, on choisit le sujet, mais une fois que tu veux traiter un sujet, il faut définir ce sujet en fait. Pour ensuite argumenter. Je vous propose de passer à l'actualité scientifique de la semaine qui nous est donc proposée par MEMU, une nouvelle chronique, une nouvelle rubrique, un nouvel élément, hein, finalement. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ces rubriques. On va finir l'émission plus tard du coup, mais c'est pas gênant. Ça me semble intéressant d'ajouter un nouveau regard, un nouveau spectre de réflexion et de regard sur ce qui se passe en France et dans le monde. Et le premier sujet, je vais vous remettre le framapad. Le premier sujet qui nous est proposé cette semaine, c'est l'info Cocorico de la semaine. Du 10 au 15 juin s'est déroulé à Lyon un congrès international d'astronomie qui portait en grande partie sur le Large Synoptique Survey Télescope, prononcé à la française évidemment, le fameux LSST. La construction de ce télescope de 8,4 mètres de diamètre a commencé en 2015, devrait se terminer en 2022. 7 ans pour construire un télescope, on est sur un télescope d'envergure hein, quand même. Une fois opérationnel, il devrait effectuer une cartographie tridimensionnelle complète du ciel quasiment en temps réel pendant une dizaine d'années et dans plusieurs longueurs d'onde. Les scientifiques espèrent que ce projet pourra leur fournir des informations sur la matière noire, l'énergie sombre, les structures de notre galaxie, la Voie lactée,
ainsi que des informations sur la trajectoire d'objets comme les astéroïdes qui permettra un inventaire du système solaire. La quantité de données que va accumuler le LSST est astronomique, sans mauvais jeu de mots. C'est très drôle, excellent. Elle représente 200 pétabits sur les 10 ans, soit 30 terabits de données à traiter, annualisées et sauvegardées chaque soir, sur environ 9 milliards de vidéos YouTube. Merci pour cet élément de comparaison. 9 milliards de vidéos YouTube à traiter tous les jours. Normal. Facile. La France est une grande contributrice de ce projet. Elle sera responsable de 50% du traitement de données. Elle est également responsable de la caméra de 3,2 milliards de pixels qui pourra prendre une photo du ciel toutes les 40 secondes. Ouais. Également sous responsabilité française, le système de changeur de filtre robotisé permettra de prendre des photos dans différentes longueurs d'onde. Ce système est très performant car il permet de passer d'un filtre à l'autre en 2 minutes, ce qui est 15 fois plus rapide que ses prédécesseurs. Est-ce que tu peux juste expliquer l'intérêt de prendre des photos dans différentes longueurs d'onde MU éventuellement, pour que tout le monde comprenne bien? Moi par exemple je ne saurais pas expliquer l'intérêt de prendre des photos dans différentes longueurs d'onde. On voit pas la même chose selon la longueur d'onde, d'accord. C'est-à-dire qu'on voit plus loin, plus près, ou on voit pas les mêmes éléments peut-être. Bon, il me reste 5% de batterie, je vous remercie pour le remontage de morale, je vais réviser à rentrer chez moi en mangeant ma salade. Des bisous, bon courage à toi Arfa et bon retour. Le projet devrait coûter environ 600 millions d'euros, dont 14,4 millions d'euros payés par la France pour la construction de la caméra et 100 000 euros pour la construction du reste du télescope. Néanmoins, la seule utilité directe du LSST est le pistage d'astéroïdes pouvant menacer la Terre. L'utilité pour les astrophysiciens, lui, est incontestable. Il permettra avec certitude de comprendre mieux le fonctionnement de l'univers. Il y a des sources que vous retrouverez dans le Framapad également. Quand tu passes une radio, les rayons X permettent de voir autre chose, c'est la même idée, non? Ah oui, c'est pas faux. On attend la confirmation d'EMU. Selon les émissions de certaines ondes, on peut déterminer de quoi est constitué un objet. Mais comment ils vont faire pour pas que les planètes bougent? Parce que les radiologues se galèrent parfois. Ils savent faire ça. Bah, c'est justement l'intérêt de prendre des photos toutes les 40 secondes en fait. Tu peux suivre l'évolution et le déplacement et l'analyse, je pense. Et pouvoir changer de filtre, ça permet d'avoir un suivi rapide. Voilà l'info cocorico de la semaine. La France est en pointe sur le nouveau système de télescope international, mais en partie français. À l'échelle de l'univers, ça bouge lentement. On pourrait parler de la notion de temps, vu qu'on parlait de philosophie juste avant, effectivement, la perception du temps, tout ça. Très intéressant. Et on a une deuxième information qui est l'information insolite de la semaine. Il est de l'avis de certains scientifiques, comme le physicien Stephen Hawking qui est mort il y a 3 mois, que pour la survie de l'humanité sur le long terme, nous allons devoir nous installer sur une nouvelle planète, voire même dans un nouveau système solaire, un peu comme dans les films. Par chance, nous savons depuis 2016 qu'une planète potentiellement habitable, ce qui est contesté évidemment, tout ce qui est de la recherche sur les planètes pour l'instant est très contesté, orbite l'étoile Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche de nous, environ 4 années-lumière. Ce qui paraît peu, mais c'est relativement loin quand même, comme le signalait Alexandre Astier dans son spectacle L'Exoconférence. Avec la technologie actuelle, il nous faudrait 6300 ans pour y accéder, ce qui implique un voyage sur 250 générations. D'où la question suivante, combien de personnes minimum devrions-nous envoyer pour être certain qu'une génération saine atteigne Proxima? La notion de génération saine, corrige-moi MU, c'est notamment la notion de la consanguinité. Pour pas qu'il y ait de consanguinité, il faut combien de personnes à la base? Et au final, 2 chercheurs à l'université de Strasbourg se sont posé la question et ont simulé différents scénarios. Cette simulation prend en compte une multitude de facteurs comme les accidents médicaux, les problèmes biologiques liés à la vie dans l'espace, les accidents techniques et les problèmes posés par l'accouplement entre membres de la même famille. Bah voilà. Ils ont trouvé que 98 membres d'équipage suffisent, ce qui est étonnamment bas. Cette étude permet aux scientifiques de mieux comprendre les variables permettant au voyage vers de nouvelles étoiles.
La technologie nécessaire n'existera pas avant des décennies, mais peut-être qu'un jour, des centaines de nos descendants partiront pour de tels voyages. Je ne lirai pas le message entre parenthèses. C'est le nouveau parti de Hamon. Zoldru. Je propose d'aller respirer. Je pense que tu as passé un week-end qui était long et pénible. Va prendre un café, respire, ça va bien se passer. L'exoconférence, c'est un spectacle très intéressant à voir, absolument, Yoneka. Pourtant, dans certaines régions, ils sont bien plus de 98. Merci Nibal. Alors, dès qu'on parle de consanguinité, tout de suite, voilà. Le chat est en folie. Le chat est motivé. Donc, seulement 98 personnes, 90 membres d'équipage pourraient suffire. Sauf que c'est très rationnel. Et on oublie ce qui fait de nous des humains, finalement, on en revient à la philosophie. L'amour, les relations sentimentales, les émotions, les sentiments. Est-ce que nous sommes que des statistiques? Est-ce que nous sommes que l'objet de recherche scientifique? Ou est-ce que nous sommes des êtres dotés de sentiments, d'âme, finalement? Voilà. C'est pour ça que je dénonce la science. Je plaisante, évidemment. Les émotions, on s'en fout. Les sentiments, on s'en fout. Soyons des statistiques. Un bon sujet de philo, bah oui. Enfin, un bon sujet de philo. Oui et non. Là, encore une fois, c'est un sujet évident, mais... Effectivement, c'est un minimum. C'est un minimum scientifique. Après, il faut étudier sur le plan sociologique et le plan psychologique comment ça peut se passer dans un tel voyage. Au final, je me demande basiquement si la philosophie a une réalité épistémologiquement face à la congruence kantienne. Eh bien, écoute, quand tu auras une réponse à cette question, Céline, n'hésite pas à nous la partager. Nous en sommes intéressés. Voilà pour la partie... Alors que Nibal est en train d'étudier les complots. J'encourage le chat à lire l'article en anglais qui est en dessous dans la source, qui sera mis évidemment dans la description de la vidéo par ce bon Zoldru, du replay, hein, bien entendu. N'hésitez pas à débattre de ce sujet si vous pensez que 98 c'est beaucoup, comme Yoneka, ou pas assez. Voilà. Voilà pour la nouvelle rubrique scientifique, l'actualité scientifique de la semaine. On avait imaginé également vous présenter le ou la scientifique de la semaine. Est-ce que des personnalités scientifiques qui sont méconnues mais qui apportent vraiment des choses à l'humanité, à la recherche, ça vous intéresserait des portraits en fait de scientifiques qui ne sont pas du tout des personnes médiatisées mais qui apportent beaucoup au monde. Voilà, c'est une question qu'on se posait, n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette proposition d'Emu que l'on remercie à nouveau. Et bonjour Filmat. Voilà pour la rubrique scientifique. Nous allons donc passer... Ah, j'ai raté des sujets... bac technologique. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à mon bonheur? Sujet soumis au bac technologique STHR. Je ne sais pas ce que ça veut dire STHR, mais sciences techniques HR, je ne sais pas. Et quel besoin avons-nous de chercher la vérité? Il est 9h39. Nouveau voisin de bureau pour la 1. Très bien. Il est 8h39, c'est l'heure de passer à la programmation d'Acropolis pour cette semaine. Effectivement, nous sommes dans Comme lundi, même si 9h30 est dépassé. Voilà, ça sera certainement 9h45 désormais. Parce que la science doit avoir sa place sur Acropolis. Demain, on retrouve les QAG à 14h30, comme d'habitude. Il reste encore 15 jours de QAG pour la session ordinaire. Il y aura certainement une session extraordinaire en juillet
avec seulement une séance de QAG par semaine. On en saura plus dans les jours qui viennent. Et Easy Economy Stupide demain. Alors, deux choses par rapport à Easy Economy Stupide. La première, c'est que ça commencera peut-être pas à 20h, mais à 21h. Parce que l'invité sera peut-être en retard à cause de son activité professionnelle. Probablement qu'on commencera à 21h et non pas à 20h. Voilà. Vous pourrez patienter sur le Discord, vous pourrez regarder le premier mi-temps du match qui commencera à 20h. J'imagine qu'il y a un match demain à 20h. N'hésitez pas à patienter. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer l'invité de demain. L'invité qui est une invitée EE. Il s'agit d'Héloïse Wagner de la chaîne 911 Avocats. Voilà, chaîne YouTube de qualité à laquelle je vous invite à vous abonner, évidemment, même s'il n'y a pas eu de vidéo très récemment. Et qui est une personne très très chouettos, voilà, qui était avec nous au salon au Crax, qu'on a fait en Belgique, l'espèce de convention de vidéastes qui a eu lieu au mois de mai. Et voilà, très sympathique. Elle sera donc avec Arnaud demain soir à partir de 21h a priori. Et donc effectivement il y a Russie-Égypte à 20h demain soir, donc vous pourrez regarder la première mi-temps de Russie-Égypte, et ensuite vous zappez sur Acropolis. Et voilà, dernière vidéo il y a 4 mois quand même. Oui, ils ont fait un tweet il n'y a pas longtemps pour dire que la dernière vidéo est tellement vieille qu'il y avait de la neige dedans. Voilà, pour se donner un ordre d'idée de la fréquence. Mais voilà, donc elle sera sur Acropolis demain soir. Vous serez évidemment les bienvenus. Je vous rappelle que sur cette magnifique page programmation, vous pouvez ajouter à votre Google Agenda le calendrier de chacune de vos émissions séparément. Si certaines émissions vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez les ajouter individuellement, et ça, c'est génial. Mercredi, les QAG comme de coutume. Jeudi, party time à 14h30, comme d'habitude désormais, avec l'invité qui arrive à 15h30. Je sais pas qui est-ce qui est comme invité jeudi. Faudrait que je demande à Adrien. Jour de la fête de la musique en plus. Et la libre antenne jeudi soir qui est de retour à 21h. Voilà. Puisque Jean sera à nouveau disponible. Alors non, ce ne sera pas l'UPR jeudi, Nibal, ça je le sais. Mais je ne sais pas qui est-ce que ce sera exactement. Voilà. La programmation de la semaine. Ah, on m'a supprimé un truc que j'avais marqué dans le Framapad, qui est l'indignité. Je suis choqué. On me dit que Jean poussera la chansonnette lors de la libre antenne en duo avec Sylvain. Alors ce sera pas en duo avec moi, non, c'est là non. Désolé. En solo, sans doute. On pourrait lui réclamer de la musique, parce que c'est la fête de la musique. Mais je lui laisse la primeur, l'honneur de faire ça tout seul. Je voulais terminer sur un dernier sujet. Je vous ai parlé de la chaîne 911 Avocats. Je voudrais vous parler de deux autres chaînes, dont une que vous connaissez probablement qui s'appelle Nota Bene, et l'autre qui s'appelle Osmosis Coop. Pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui? Parce que c'est l'anniversaire de ces deux personnes. C'est l'anniversaire de Ben, donc de Nota Bene, qui leur souhaite un très joyeux anniversaire, évidemment. Et c'est l'anniversaire de Camille, parce que c'est un duo sur Osmosis Coop, parce que Coop, coopération, ils sont deux. Et donc c'est l'anniversaire de Camille, on lui souhaite également un très joyeux anniversaire. Et comme ça on verra s'il regarde cette émission. Habile. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne pour l'occasion, pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Et surtout Osmosis Coop qui n'a pas assez d'abonnés vu la qualité de leurs propositions. Il faut également des lives sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch également. Voilà le petit message semi-personnel de fin de live. Il me reste à vous souhaiter, il est 9h44, il me reste à vous souhaiter un bon lundi philosophe. Alors, le nombre d'abonnés de Nota Bene va exploser, c'est certain, certain. Un bon lundi de philosophie, un bon courage aux bacheliers qui ont raté leur train, ou qui n'avaient pas de train surtout. Un bon courage aux bacheliers technologiques qui commencent cet après-midi avec le français. Un bon courage à ceux qui vont bosser, un bon courage à ceux qui sont stagiaires chez Acropolis, un bon courage à tous, à toutes, un bon courage aux chômeurs. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Kylian, Nibal et Emu évidemment. Un bon courage à Perceval et un remerciement à Perceval qui a corrigé quelques fautes de grammaire et merci pour la thèse à nouveau. Votez pour moi, c'est important.
Bon lundi, bonne semaine. Rendez-vous demain sur Acropolis à 14h30 pour les QAG, évidemment. D'ici là, je vous embrasse, je vous souhaite un bon lundi. Des bisous et portez-vous bien, évidemment.